Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir en cette fin de première journée des Journées européennes du patrimoine. En tant que directrice générale de l'Institut national d'histoire de l'art, je suis ravie de vous accueillir. C'est en effet la tradition de l'INHA de terminer cette première journée par une conférence d'histoire de l'art en lien avec le thème des Journées européennes du patrimoine, qui cette année est l'architecture. Et ça vient aussi en écho avec la programmation que propose l'INHA, ici dans la Galerie Colbert, en lien avec tous ses partenaires, une programmation de conférences ouvertes au public et bien sûr de la programmation scientifique que tous les laboratoires et l'INHA mènent ici, dont certains d'entre vous sont certainement familiers. On est très heureux ce soir d'accueillir Jean-Sébastien Cluzel, que vous connaissez forcément puisque vous êtes là, qui est directeur du centre André Chastel, laboratoire important de la Galerie Colbert, de l'université Sorbonne Université, CNRS, ministère de la Culture, c'est tout. Je ne voulais pas oublier quelqu'un. Et donc, qui est directeur du Centre Chastel, qui est l'un des partenaires de l'INHA dans cette galerie. Jean-Sébastien Cluzel est professeur des universités à la faculté de lettres, spécialiste de l'archéologie du bâti, de l'histoire de l'architecture d'Extrême-Orient. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous allez le voir aujourd'hui, et en particulier spécialiste du Japon. Et il va aujourd'hui nous parler de japonisme et architecture moderne en lien avec un ouvrage sorti en 2024, Survival Boogie Boogie, Néo-japonisme, Architectural Photography and Abstraction. Pardon pour l'anglais, je pensais que le titre était en français, puisqu'il vient de... Voilà. Mais on m'a donné le titre en anglais, mais l'ouvrage existe aussi en français, n'est-ce pas ? Voilà, je vais lui céder la parole tout de suite pour qu'il nous emmène... entre le Japon et les États-Unis. Et juste pour, avant de lui céder la parole, vous rappeler que vous êtes bien sûr les bienvenus, ici même à l'auditorium Jacqueline Lichtenstein et dans la galerie Colbert, à tous les événements que nous organisons au cours de l'année, des conférences en particulier le jeudi soir qui commence cette semaine avec les débats de l'INHA autour de la mode ce jeudi avec Émilie Amen, la directrice du Palais Galliera. Et de manière générale, n'hésitez pas à venir écouter tous les chercheurs et les jeunes chercheuses aussi qui participent aux événements de la Galerie Colbert. C'est aussi un plaisir d'accueillir tous les publics qui viennent nous voir. Je vous cède la parole tout de suite, Jean-Sébastien. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté d'honorer cette conférence des Journées européennes du patrimoine. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, puisque j'en vois quelques-uns, avant de débuter ma présentation, permettez-moi quelques mots de remerciement. Alors d'abord, à toute l'équipe de l'Institut national d'histoire de l'art, qui est là ce soir pour nous accueillir. Et puis, un mot de bienvenue que j'adresse à Anne-Solène Roland, qui vient de prendre la direction de ce bel institut et à qui nous souhaitons, je vous associe à moi, le meilleur tout au long de son mandat de directrice. Et enfin, un mot de remerciement pour Éric de Chasset, donc le directeur qui nous quitte et qui est à l'origine de cette invitation. Ma conférence s'intitule « Japonisme et architecture moderne, qui a parlé de boogie-woogie ?» Donc à la question « Qui a parlé de boogie-woogie ?» je répondrai « C'est promis ». Mais avant cela, je vais préciser un peu le sujet de cette conférence. Dès le milieu des années 1950, la critique, les historiens d'art et les photographes relient volontiers la peinture de Mondrian. Alors attendez, là j'ai pas la peinture de Mondrian, et particulièrement son dernier travail inachevé, Victory Boogie Woogie, Victory Boogie Woogie, avec l'architecture japonaise. Et certains historiens iront jusqu'à soutenir que Mondrian aurait été influencé par l'architecture japonaise traditionnelle. Ces associations puissantes
ont concouru au rapprochement de la modernité architecturale de l'Occident avec celle du Japon. Elles sont également un pilier de la survivance du japonisme architectural, autrement dit un pilier du néo-japonisme qui se développe après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Or, cette relation, connexion entre l'abstraction de Mondrian et l'esthétique de l'architecture japonaise se perçoit peu dans l'architecture, mais plutôt dans la photographie d'architecture. Et c'est ce point particulier qui fera l'objet de ma démonstration. Donc cette communication qui pose un regard oblique sur Mondrian, comme vous pouvez le voir, interroge les œuvres des plus grands photographes d'architecture japonaises et américains pour expliquer les mécanismes de ce qu'on peut appeler la japonisation du monde architectural entre 1945 et 1985. Alors, pour commencer, je ferai quelques commentaires sur la photographie de ce bâtiment réalisée par l'architecte américain Philip Johnson, que vous voyez. Et de cette manière, j'espère que vous commencerez à voir un petit peu avec mes yeux. Alors, sur cette photographie, on relève l'absence de frontières physiques entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui est caractéristique en fait de l'architecture japonaise. On voit également des pas japonais pour traverser le petit plan d'eau. Une fontaine, alors là, ça doit fonctionner, une fontaine que vous apercevez et qui rappelle par sa forme les tsukubai, des petits bassins d'ablution qui sont placés dans les jardins japonais et qui sont souvent munis de clepsydres de bambou, qui font toc, toc. Voilà. Donc là, on reconnaît un petit peu ça. Et bien sûr, dernier élément, un cerisier en fleurs, donc le symbole des sakuras du Japon. Donc ce bâtiment et cette photographie, comme beaucoup d'autres que nous allons regarder aujourd'hui, incarnent en fait cette filiation entre l'architecture moderne américaine et l'architecture traditionnelle japonaise. Alors maintenant que vous avez mes yeux, nous allons remonter un petit peu le temps. Dans les premières années de l'après-guerre, les rancœurs envers le Japon restent vives aux États-Unis. Et si le nouvel an 1947 est marqué par la destruction du Ho-Oden à Chicago, un petit édifice emblématique du premier engouement américain pour l'architecture japonaise, eh bien cette année 1947 annonce également le retour de l'apaisement et marque le début des études sur le japonisme architectural. Le regain d'intérêt pour l'architecture asiatisante et japonisante aux États-Unis transparaît dans la célèbre tribune intitulée The Skyline Statu Quo que l'historien d'architecture Lewis Mumford fait paraître le 11 octobre 1947 dans un journal très connu, The New Yorker. Dans ces 6 colonnes, qui firent à l'époque grand bruit, Mumford milite pour une architecture régionaliste et regroupe sous l'expression Bay Region Style les maisons en séquoia de Californie qui lui apparaissent, je cite, des produits de la rencontre des traditions architecturales orientales et occidentales, et dont l'avant-garde californienne serait composée d'architectes tels William Wurster, ici. Alors cette maison de Wurster que je vous montre ici, en fait, elle rappelle quelque part la villa et le plan de la villa Katsura. Alors c'est ce qu'on appelle un plan en forme de vol d'oie sauvage. Vous voyez, c'est décroché en forme d'escalier un petit peu. Donc cette tribune, l'une des plus virulentes qu'écrivit Mumford contre le fonctionnalisme, le modernisme abstrait, le style international et finalement contre l'impérialisme américain, peut aussi être lue comme un signe d'apaisement de l'après-guerre. Elle fait l'éloge de la diversité architecturale, des échanges passés avec l'Asie, du personnalisme des réalisations de Frank Lloyd Wright, le grand architecte américain, et elle dénonce la victorieuse américanisation du monde. Alors, à la suite de cette tribune, les allusions au Japon sont revenues ponctuellement et progressivement dans toute la presse architecturale, souvent arrimées à l'abstraction, mais généralement noyées dans l'actualité. En 1948, un éminent historien d'architecture américain, Henry Russell Hitchcock,
qui venait de participer à un colloque au MoMA avec Walter Gropius pour répliquer aux attaques de la skyline de Munford, eh bien, fait paraître un ouvrage intitulé « Painting Toward Architecture ». Et dans ce livre, au regard de la collection d'art abstrait de la Miller Company et d'une 60aine de tableaux, le critique explique l'influence de la peinture abstraite depuis les années 1910-1920 dans la production architecturale européenne et américaine moderne et d'y voir en elle l'essence de l'architecture contemporaine. Au fil des pages sont présentées des peintures très architecturées, telles Space-Time Construction de Theo van der Sburg, qui date de 1923, Farbgitter numéro 1 de Laszlo Molinaghi, et non moins de 3 œuvres de Piet Mondrian, dont Victory Boogie Woogie. Dans ce livre catalogue, une seule illustration, placée en tout début d'ouvrage, comme pour devancer les autres, apparaît hors contexte. Une estampe signée Kunisada. Celle-ci renvoie explicitement à Frank Lloyd Wright, le célébrissime architecte américain dont je parlais tout à l'heure. Et selon Hitchcock, qui s'accorde pour une fois avec Mumford, son grand ennemi, eh bien, Frank Lloyd Wright serait le seul architecte à avoir trouvé son inspiration dans les arts de l'Orient, et plus particulièrement dans l'estampe japonaise. Et conformément au dire de l'architecte, avec leurs plans successifs qui ignorent la perspective, comme toute l'estampe japonaise, ça c'est un point essentiel, eh bien, les estampes nippones auraient joué chez le maître d'œuvre de la Falling Water le même rôle que la peinture abstraite chez ses confrères. Donc en 1948, finalement, Wright apparaît comme l'un des seuls à s'être inspiré des estampes japonaises, tandis que tous ses confrères se seraient inspirés de la peinture abstraite occidentale. Alors, de l'actualité architecturale aux États-Unis entre 1945 et 1950 ressort finalement une certaine prudence de la critique face au japonisme. Les associations avec le Japon sont limitées aux seuls travaux d'architectes ayant visité l'archipel avant-guerre. Parmi eux, Frank Lloyd Wright, qui s'était rendu de nombreuses fois au Japon à partir de 1905, ou Bruno Taut, qui est un architecte allemand, qui avait résidé entre 1933 et 1936 dans l'archipel. Et puis un troisième architecte, Richard Neutra. Mais pour Neutra, l'exercice était plus délicat. Alors certes, l'architecte d'origine autrichienne avait séjourné au Japon en 1930, c'est-à-dire 3 ans avant Taut, et avait également publié des articles sur l'architecture japonaise, notamment en 1931, dans une revue allemande intitulée Die Form, donc la forme. Mais Neutra refusait systématiquement la classification de son travail, ce qu'il défendait partout dans le monde. Et dans une lettre qu'il adresse à la revue française, L'Architecture d'aujourd'hui, et qui a été publiée dans cette revue en 1948, l'architecte insiste. Alors je cite Neutra. « Je sais que les controverses au sujet du fonctionnalisme absolu, de l'humanisme de l'architecture passionnent de nombreux architectes en Europe. Ces questions me préoccupent depuis de longues années. Je n'ai jamais été ni fonctionnaliste, ni constructiviste, ni adhérent d'une architecture internationale. La maison dans le désert démontre que je garde l'esprit ouvert et que je ne cherche pas à appliquer partout une seule formule étroite. La maison dans le désert ne peut se rattacher à aucune tradition, ni puiser son inspiration dans une culture ancienne ou un passé historique, car son site est comparable à un paysage lunaire. » Fin de citation. Donc, un paysage lunaire qui ne peut donc pas être un référent historique ou géographique au Japon ou à quoi que ce soit. Donc, ici, pas de Japon, pas de japonisme. Quant à Mies van der Rohe, qui est le 4e architecte que l'on associe au japonisme, le grand architecte du Bauhaus, il n'était jamais allé au Japon et y associait ses œuvres
au Japon était à l'époque inconcevable pour une critique parfois corrosive, mais qui connaissait mal l'Asie et le Japon et qui, sur ce sujet, finalement, restait globalement fidèle aux discours tenus par les architectes. Ainsi, au début des années 50, aucun historien ne s'était aventuré à traiter de manière isolée l'influence japonaise dans la production architecturale occidentale. Le premier à écrire sur le sujet est l'architecte orientaliste Clay Lancaster. Se focalisant sur l'Amérique, il publie de solides articles dès 1953, puis une étude magistrale en 1963 intitulée « The Japanese Influence in America ». L'objet d'étude, qui est l'architecture ici, n'apparaît pas dans le titre de l'ouvrage, mais le titre de l'ouvrage qui nous promet finalement la découverte d'un Japon ayant transformé l'Amérique. Dans son ouvrage, l'architecte rappelle l'importante présence japonaise aux États-Unis depuis l'entre-deux-guerres et souligne que les paysages des États du Nord et du Sud, de la Californie jusqu'au Grand Lac, sont déjà ponctués d'un nombre conséquent d'édifices japonais. Il indique également que les communautés d'artistes et d'architectes, composées de natifs et d'immigrés, partagent avec enthousiasme leurs rêves américains, leur vision d'un monde nouveau. Et l'orientaliste propose donc pour la première fois une liste d'œuvres influencées par le Japon. Celle de Frank Lloyd Wright et peut-être pour la première fois celle de Richard Neutra apparaissent comme des références. Les autres références qui sont données, alors on notera l'absence de Mies van der Rohe encore, eh bien les autres références données sont présentées de manière très anecdotique. Parmi elles, et très anecdotiques, et sont signées des architectes qui représentent le style international. Alors, parmi elles, Philip Johnson, qui était la tête de file du mouvement du style international, dont il avait lui-même défini les contours avec un historien, Henry Russell Hitchcock. Jem Hicks et Lucille Bryan Rapport, qui était la figure féminine de l'architecture moderne américaine. Donc on reconnaît ici une sorte de filiation avec l'architecture shinto, notamment avec la forme des gables de la toiture. O'Brien and Knapp, là c'est assez évident, on reconnaît les portes coulissantes comme dans les maisons japonaises, et puis qui ressemblent donc à des shoji, et puis l'engawa, c'est-à-dire la coursive devant. Et enfin, Harvell Hamilton Harris, collaborateur occasionnel de l'architecte Yoshimura Junzo, qui a beaucoup construit aux États-Unis et qui a conçu la maison japonaise, alors je reviendrai sur cette maison, pour une exposition au Muséum d'art moderne de New York, consacrée à l'architecture entre 1954 et 1955. Lancaster, bousculant les sages critiques des années 1930, Lancaster défend l'existence d'un japonisme architectural moderne dans les premières années de l'après-guerre, à partir d'analyses morphologiques de l'architecture, de descriptions comparatives avec l'habitat traditionnel japonais, mais aussi fonctionnel et structurel. Alors, l'orientaliste ira jusqu'à expliquer, alors là, tenez-vous bien, l'influence structurelle des pagodes, donc des pagodes bouddhiques, dans les gratte-ciel de Frank Lloyd Wright. Mais plus sérieusement, en fait, pour Lancaster, le pouvoir de séduction de l'architecture nippone, exercé notamment par sa fragilité, se serait évanoui avec les bombardements traumatisants de la Seconde Guerre mondiale qui ont orienté les désirs vers une architecture plus solide, plus rigide, plus bétonnée. Et quant à l'accueillante politique migratoire américaine, elle viendrait désormais, selon Lancaster, compliquer l'identification de l'influence japonaise dans l'architecture moderne. En fait, il y aurait trop d'immigration et de mélange pour reconnaître les identités culturelles. Ainsi, dans cet ouvrage, dans l'ouvrage de Lancaster, Frank Lloyd Wright et Richard Neutra apparaissent tels les auteurs du prologue, mais aussi de l'épilogue du japonisme architectural. Donc, autrement dit, après Neutra, il n'y aurait plus de japonisme en architecture. Alors, une vingtaine d'années plus tard, en 1985,
Le redoutable critique d'architecture, Rainer Banham, l'un des plus audacieux élèves de Nikolaus Pevsner, présente en contrepoint de Suzuki Hiroyuki, un historien de l'architecture japonais, donc les rapports entre architecture occidentale et japonaise dans un texte intitulé The Japanization of World Architecture. Banham commence par expliquer que le palais détaché de Katsura, qu'on a déjà vu, et le pavillon conçu par Sakakura Junzo pour l'exposition de Paris en 1937 sont les deux seuls édifices japonais qui ont suscité l'intérêt et toute l'admiration des architectes occidentaux dans les années 1950. Derrière l'admiration qu'éprouvent les architectes occidentaux, explique Banham, se cache une peur et un désir. La peur que l'architecture occidentale moderne n'atteigne jamais une simplicité fonctionnelle et une élégance puritaine aussi convaincante que l'architecture japonaise. Le désir que l'architecture moderne japonaise prenne un autre chemin que celui de l'architecture occidentale, qu'elle soit une version exotique, parfaite, de l'architecture de Mies van der Rohe. Alors, voilà, je vous montre un exemple d'une villa de Mies van der Rohe qui est relativement connue. Donc, partant de ce constat, le critique balaie en quelques pages seulement la question du japonisme dans l'architecture occidentale construite entre 58 et 84, tout comme celle de l'occidentalisme dans l'architecture japonaise, et parle d'intenses échanges dans un processus de réciprocité ininterrompu. Donc, ce ping-pong permanent entre les architectes japonais et ceux du reste du monde éliminerait le néo-japonisme en architecture. Ah, voilà. Donc, pour pouvoir rebondir sur ce constat de Rainer Banham, qui est finalement peu arrangeant avec ce qui nous occupe, à savoir l'existence d'un japonisme dans l'après-guerre, en effet, si je lui donne raison, je n'ai plus rien à dire. Et bien moi, je vous propose un petit aparté en fait, sur les techniques de dessin et de photographie utilisées en architecture, ce qui va conditionner en fait toute la suite de mon analyse. Alors, mon intention ici est vraiment d'expliquer et de rappeler en quelques mots seulement que la photographie d'architecture n'est pas, comme nous le savons tous, un médium qui a été nouveau en tout, mais plutôt un médium qui a été porté par le dessin d'architecture. Alors, petit cours, voilà. Les perspectives parallèles. Alors, ce qu'on appelle les perspectives parallèles sont toutes celles qui sont au-dessus. Facile de les reconnaître parce que, en fait, toutes les obliques sont parallèles les unes avec les autres. Donc, les perspectives parallèles, qu'elles soient cavalières, axonométriques ou isométriques, furent très appréciées des architectes occidentaux. Elles leur permettaient d'élaborer des modèles à partir des mesures réelles de l'objet et de retourner rapidement à un plan, une coupe ou une élévation. Toutefois, en Europe, les peintres, comme les architectes, ont préféré les perspectives coniques, toute la deuxième ligne, et essentiellement les deux premières, parce qu'elles étaient plus proches de ce que l'œil perçoit et finalement plus réalistes. Et c'est d'ailleurs la technique choisie par Frank Lloyd Wright dans cette représentation de la Falling Water. Mais ils continuèrent à utiliser, bien sûr, ces perspectives parallèles, donc la première ligne, pour représenter des cartes en relief, des vues d'ensemble ou des vues éclatées. Et, j'ai appuyé 2 fois, ça va peut-être passer. Tac. Non, encore un coup. Voilà. Et l'école du Bauhaus et le mouvement de Still remirent ces techniques de dessin à la mode dans les années 1910-1920. Au Japon, les perspectives parallèles furent peu utilisées par les charpentiers, mais elles furent prisées dans la peinture, où elles gardèrent un certain monopole jusqu'au XIXe siècle, voire au-delà. En fait, les perspectives coniques sont assez rares au Japon jusqu'au milieu du XXe siècle. On en trouve bien sûr avant, mais dans une moindre mesure. Donc depuis l'invention de la photographie,
depuis l'inventation de la photographie, les architectes, leurs photographes et les concepteurs d'appareils photographiques ont travaillé de concert pour que la photographie d'architecture acquiert les mêmes qualités géométriques qu'un dessin. Donc, quand vous faites une photographie d'un bâtiment, en bas, vous êtes en contre-plongée, l'édifice est déformé. Si vous voulez obtenir un édifice avec une façade parallèle, vous ne pouvez pas prendre tout l'édifice. Et derrière, ici, avec les objectifs à décentrement et les chambres sur bord optique, eh bien, on arrive à redresser l'édifice et à le voir de manière frontale, comme une façade un petit peu. Donc, ça apparaît, enfin, cette chambre sur banc optique, elle est inventée vers 1948. L'édifice peut donc être vu comme dans les perspectives coniques, mais dans les perspectives centrales et obliques, et on arrive quasiment à avoir, avec cette technique-là, à avoir des bâtiments qui sont, enfin, des bâtiments ou des objets qui sont vus comme des perspectives cavalières ou axonométriques. Donc, ce retour, en fait, aux sources du dessin d'architecture pour la photographie s'est poursuivi et se poursuit encore, notamment avec la photographie numérique qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir des façades vraiment en aplat ou même de fabriquer des plans à partir de photographies. Voilà. Ce petit cours terminé, je vais revenir maintenant à la culture visuelle des architectes d'Amérique du Nord dans les années 1950, notamment sur la perception qu'ils pouvaient avoir de l'architecture traditionnelle japonaise à travers un média incontournable de l'époque, la photographie, et son principal support, le livre d'architecture illustré. Donc, après 2 années d'après-guerre relativement silencieuses, les discussions visant à redéfinir l'identité nationale nippone reprennent avec l'adoption en 1947 d'une nouvelle constitution. Et c'est au rythme du Tokyo Boogie Woogie de Kasagi Shizuko, un rythme, si ce n'est effréné, au moins débridé, que le pays se relance dans une course à la modernité. Dès la fin de l'occupation américaine, en 1952, c'est-à-dire après 7 ans de silence sur l'architecture traditionnelle japonaise, qui occupait une place privilégiée dans la presse d'avant-guerre en Occident, eh bien, enfin, de nouveaux ouvrages sont diffusés aux États-Unis et en Europe. Bien accueillis par la critique, ces livres illustrés ont pour trait commun de présenter ce qu'on va finalement et ce qu'on voit aujourd'hui comme les particularités de l'architecture japonaise, c'est-à-dire une définition nouvelle et moderne de l'identité architecturale nippone. Alors, la curiosité des architectes européens et européo-américains se réactive par le truchement de ces livres qui sont, me semble-t-il, l'embryon du néo-japonisme architectural, donc du japonisme d'après-guerre. Et 3 ans suffiront pour que l'architecture japonaise retrouve une place dans les référents culturels des architectes américains. Ce grand retour est marqué par l'aboutissement en 1955 de multiples projets lancés 2 ans plus tôt, au tout début de l'année 53. Les plus remarquables sont la Japanese Exhibition House, que j'ai déjà évoqué, et qui sera présentée au MoMA à cheval sur les années 1954-1955, ainsi que la parution, cette même année 1955, de 5 livres ayant trait à l'architecture traditionnelle japonaise. 4 d'entre eux la présentent comme une nouvelle référence pour les architectes de la modernité, qu'ils soient européo-américains ou japonais. Autrement dit, l'architecture japonaise traditionnelle doit être une source pour toutes les créations de la modernité. Ces ouvrages ont également pour trait commun d'être illustrés de nombreuses photographies de la villa Katsura, dont plusieurs, qui sont prises en plan rapproché, vont installer une corrélation entre l'abstraction et la tradition architecturale nippone. L'un de ces 4 ouvrages est une monographie signée Werner Blasser, qui est un architecte, essayiste et photographe. Donc, dans son livre, Blasser n'établit pas une dualité, mais une unité nouvelle entre l'architecture japonaise traditionnelle et l'architecture moderne, et en particulier avec celle de Mies van der Rohe, donc l'absent jusqu'à présent, qui était son professeur, mais qui dès lors va être coiffé de 2 casquettes, celle d'un architecte
possiblement influencée par le Japon et celle d'un possible influenceur de l'architecture moderne japonaise. Alors, la photographie que vous voyez à gauche est présentée pleine page dans l'ouvrage de Blasser. Et à côté, j'ai donc choisi de mettre un tableau de Mondrian pour vous montrer un petit peu le rapport souhaité en fait, par cet auteur entre l'abstraction de Mondrian et l'architecture traditionnelle japonaise. Donc là, pour le moment, lui n'a pas fait ce rapprochement, c'est moi qui le fais. Une seconde monographie, intitulée Form and Space of Japanese Architecture, est signée Norman Carver. Donc lui aussi est architecte et photographe. Et avec ses 158 photographies, ce livre-album, dont le texte laisse transparaître certaines idées du théoricien d'architecture Siegfried Guédon, eh bien, propose d'appréhender l'architecture japonaise par l'abstraction pour en mieux comprendre le potentiel et les éventuels bienfaits pour les développements de l'architecture moderne occidentale. Donc, comme pour l'image précédente, je vous présente sur cette planche une photographie de Carver, que vous voyez à gauche, qui utilise donc la neige pour faire ressortir l'abstraction de la façade de la Villa Katsura et qui ne montre pas la toiture et qui la traite de face. Et puis j'ai choisi donc pour imager en fait une peinture de Mondrian qui finalement se rapproche assez bien de cela. Les deux autres ouvrages qui sont publiés cette année 55 sont The Architecture of Japan d'Arthur Drexler, donc qui est le livre catalogue qui va avec l'exposition de la maison japonaise dont j'ai déjà parlé, et The Architectural Beauty in Japan, qui est co-signé par Horiguchi Sutemi, un architecte japonais assez connu, et son ami, le critique Kojiro Yuichiro. Alors, le premier livre accompagne, donc je l'ai dit, cette exposition, et le second est un album manifeste qui annonce une nouvelle architecture japonaise sur le point de naître. Et l'exposé de Kojiro, donc l'un des deux auteurs, qui est plus équilibré que celui de Drexler, sur la réciprocité des échanges entre le Japon et l'Amérique, eh bien, retrouve sur de nombreux points le discours que tenait Henry Russell Hitchcock en 1948 dans Painting Toward Architecture, à savoir l'influence de la peinture moderne abstraite dans l'architecture moderne. Et selon Kojiro, les sources de cette nouvelle architecture japonaise seront d'abord l'architecture traditionnelle japonaise elle-même, et deuxièmement, la peinture moderne occidentale, notamment celle de Mondrian, et tout particulièrement son collage de petits papiers colorés à l'huile, Victory Boogie Woogie. Je cite Kojiro. Voici ce qu'il nous dit. La Villa Katsura à Kyoto, qui date du début du XVIIe siècle, est un exemple particulièrement beau du style Sukiya-zukuri. Les poteaux verticaux et les poutres horizontales ont de belles proportions. Les couleurs des murs sont séparées par ces éléments de bois. Les portes coulissantes remplissent les espaces entre les poteaux. Les charmantes et sobres compositions de toutes ces parties semblent transcender l'espace et le temps et rappellent la pure modernité de la peinture de Mondrian. Il est alors naturel, peut-être, que certaines œuvres contemporaines signées Horiguchi Sutemi ou d'autres architectes spécialisés dans le Sukiya-zukuri évoquent Mondrian à un degré encore plus frappant. Le plafond et les portes coulissantes de la pièce de l'étage supérieur de l'hôtel Ashokokan, œuvre récente d'Horiguchi, présentent d'intéressants motifs colorés composés de papier vermillon, jaune, viridien et bleu. Ces papiers de couleur, soigneusement calibrés et placés, donnent à cette pièce un inhabituel rythme de couleurs, faisant d'elle un monde d'arrache-fait. Alors là, on reconnaît le style des écrits de Mondrian. Donc, faisant d'elle un monde d'arrache-fait, un monde de Mondrian en 3 dimensions. Dans cet exemple, Horiguchi réussit à introduire une modernité saisissante dans une structure bâtie selon les principes traditionnels de la construction en bois. Fin de citation. Alors, notez ici que dans les portes coulissantes, le format en diamant, qui rappelle le format en diamant de la peinture Boogie Woogie.
Donc dans cette description, en fait, la corrélation qu'installe Kojiro entre l'architecture japonaise et Victory Boogie-Woogie, et de manière plus générale avec la peinture de Mondrian, marquera les esprits et sera systématiquement reprise par les historiens modernistes. Or, ces reprises ont parfois donné lieu à de subtiles, très subtiles même, réinterprétations. Après une vingtaine d'années plus tard, lorsque les historiens d'art tentèrent de synthétiser la question du japonisme dans l'architecture, certains reprendront, mais en la renversant, l'association qu'avait proposée Kojiro. C'est notamment le cas de Naito Akira en 1977 et de Siegfried Wickmann en 1980. Ces deux historiens vont défendre, donc spécialistes du japonisme, vont défendre que l'architecture japonaise traditionnelle, et plus spécifiquement les ouvertures appelées ranma, alors ce qu'on appelle le ranma sont ces ouvertures dans le haut des portes. Donc vont défendre que l'architecture japonaise traditionnelle, et plus spécifiquement les ouvertures appelées ranma, pourrait être une préfiguration des méthodes de conception picturale de Mondrian. Naito et Wickmann, qui partent en fait d'une hypothèse qui avait été posée par un autre historien français, beaucoup plus tôt, par Michel Cheffort, en 1956, qui, lui, avait évoqué une possible influence extrême orientale chez Mondrian. Mais cette hypothèse avait été exacerbée en 1957 par Decio Josephi, un historien d'art italien, qui avait fait de l'architecture japonaise le noyau de cette supposée influence orientale, et hypothèse qualifiée alors là de véritable trouvaille par le Carlo Raganti, un autre historien d'art italien, en 1962. Et suivant cette ligne d'interprétation donc, qui est allée crescendo, en fait, Wickmann écrit en 1980, je cite, « En ce qui concerne la peinture européenne, on pourrait décrire la combinaison du ranma et des subdivisions des parois coulissantes comme une anticipation de la méthode de conception picturale utilisée par Mondrian. » Alors, ce passage, qui est parfumé de primitivisme, renverse, en réalité, pour mieux la récupérer, l'association proposée par Kojiro. Les propos de Wickmann laissent entendre que l'architecture traditionnelle japonaise pourrait être le prélude du néoplasticisme, c'est-à-dire la peinture de Mondrian, voire celui de l'architecture moderne. Or, cette hypothèse, reposant uniquement sur des rapprochements esthétiques, brouille l'entendement chronologique du développement de la vision des artistes et des critiques modernistes. En effet, dans les années 1940-1950, les tableaux de Mondrian faisaient les gros titres de l'actualité artistique partout dans le monde, et cette notoriété, en fait, fut utilisée pour faire valoir la modernité de l'architecture japonaise. Ainsi, lorsque Kojiro mit en relation l'architecture Sukiya-zukuri, c'est-à-dire l'architecture traditionnelle, et la peinture de Mondrian, l'association était entièrement nouvelle et voulait rompre avec tous les japonismes d'avant-guerre. Pour Kojiro, il ne s'agissait pas de dire que la peinture abstraite de Mondrian était née d'une influence japonaise et qu'elle était la suite du japonisme. Non, il s'agissait de dire qu'un développement parallèle était en train de se créer entre l'Occident et le Japon. Alors, je fais un petit aparté, mais j'espère que vous avez tous remarqué, ça y est, je tiens mes promesses, maintenant vous savez qui est le premier qui a parlé de boogie-woogie dans cette histoire, c'est Kojiro. Mais je reviens à mes moutons. Donc sur le plan de la photographie, l'ouvrage de Drexler et celui d'Origuchi et Kojiro sont assez délicats à analyser, en fait, car les auteurs ont fait appel à plusieurs photographes indépendants, ainsi qu'à des agences de photographie pour certains monuments religieux. Toutefois, les mêmes noms des photographes japonais reviennent, Watanabe Yoshio, Sato Tatsuzo et un plus jeune, Futagawa Yukio, auquel s'ajoute le nom d'un jeune artiste nippo-américain en pleine ascension, Ishimoto Yasuhiro. Alors, la complicité entre tous ces photographes, les Américains dont j'ai parlé avant, et ces Japonais, et puis les Occidentaux, peut expliquer la proximité de leurs œuvres. Alors, Blaser, qui en fait était suisse et pas américain, et Ishimoto ont tous trois été formés aux États-Unis. Ça va marcher. Voilà. Ont tous deux été formés aux États-Unis. Ishimoto et Blaser ont étudié à la même période au New Bauhaus,
c'est-à-dire à Chicago, et ont tous deux eu pour professeur Miss Van der Rohe. Et comme vous pouvez le voir, tous deux ont photographié la production de leur professeur. Toutefois, supposer l'existence d'un regard américain, uniforme et imprégné du Bauhaus et de peinture abstraite serait une conclusion hâtive. En effet, ces trois photographes, c'est-à-dire Ishimoto, Blaser et Carver, ont sans doute feuilleté des ouvrages sur Katsura avant de s'y rendre, notamment celui de Kojiro et Sato, qui en avait fait un premier et qui fut publié en 1953 au Japon, donc 2 ans avant les autres et 2 ans avant leur venue au Japon. Et une fois qu'ils étaient au Japon, quand ils sont allés photographier cette architecture japonaise, en fait, ils ont évolué dans le même milieu japonais et ils ont été aidés et reçus par les mêmes personnes au cours de leur voyage. Carver et Ishimoto, donc Ishimoto est bien sûr c'est un nom japonais, mais il est nippo-américain, eh bien ils ont été proches du critique d'architecture Hamaguchi Ryuichi. Quant à Ishimoto, qui parlait lui le japonais, le seul des trois, il a probablement beaucoup appris au contact de Watanabe et de Sato, qui étaient déjà des photographes d'architecture expérimentés, reconnus et qui participaient à la Japanese Exhibition House dont j'ai parlé tout à l'heure. Et notons enfin qu'en 1953-55, les photographies de Sato, c'est-à-dire du japonais, qui travaillait pour la Japan Exhibition House, étaient perçues dans ce milieu finalement assez fermé comme les plus percutantes dans le domaine de l'abstraction. Drexler choisit une photographie de Sato pour la couverture de son ouvrage, qui n'est pas sans rappeler la couverture du premier opuscule sur l'architecture japonaise, signé Bruno Taute, qui est à côté. Et certaines des photographies de Sato, notamment celle-ci, celle du pavillon de Taian, deviendront de véritables icônes de la culture japonaise. Ça, je pense que c'est une photographie qui vous dit forcément quelque chose, ou qui vous rappelle quelque chose, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Dans ce cadre en fait, d'interaction culturelle, il est difficile de démêler finalement la vision occidentale abstraite d'une vision japonaise qui, elle, est faite d'aplats ou de successions de plans qui auraient influencé Frank Lloyd Wright. Alors, une rapide comparaison des photographies de la façade de la Villa Katsura, publiée dans les livres d'architecture les plus diffusés et prise en majeure partie par les photographes japonais ou américains qui viennent d'être évoqués, montre avec éloquence le rejet progressif de vues en perspective oblique qui laisse place aux vues frontales. Vue oblique en bleu, vue frontale en rouge. Et vous voyez que ça s'accentue de plus en plus avec une pointe dans les années 60. Avec les photographies d'Ishimoto, on a véritablement des photographies très très abstraites. Les clichés de la pièce qui ouvre sur la célèbre... Non, je ne suis pas là. Les clichés... Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Les clichés de la pièce qui ouvre sur la célèbre plateforme pour admirer la Lune, cette plateforme de la Villa Katsura qui est très connue, eh bien, elle témoigne de cette même évolution au cours du temps. La perspective est délaissée au profit de vues plus resserrées, prises en plongée pour redresser les verticales. Et lorsque l'effet de profondeur est inévitable, par exemple pour montrer le Tsuke-shoin depuis la véranda du Nouveau Goten, alors là, je vous explique un petit peu, le Tsuke-shoin c'est cette partie au fond et c'est ça qui demande un intérêt particulier, mais on peut le voir et on veut le voir bien uniquement depuis cette course-ci. Donc tous les photographes vont faire le même type de photographie. Donc quand on veut montrer ça, au départ, on a une perspective oblique et vous le voyez, dans la perspective oblique, les lignes horizontales ne sont pas au droit des lignes verticales. Werner Blasser, lui, qui n'y arrive pas finalement à le faire, eh bien, va carrément redessiner, en fait, dire mais il faut que ce soit un dessin, il faut vraiment recadrer les choses. Et il n'y a que Futagawa qui va y réussir en 70, bien sûr, avec des appareils un peu plus sophistiqués. Et finalement, tout ce regard abstrait qui par exemple, vient cadrer les façades de l'intérieur de la pièce de thé du Shokintei, donc pavillon de thé de la Villa Katsura, ou de la façade du Shoiken, un autre pavillon de thé de la Villa Katsura, n'est donc pas le fait d'un seul photographe. Il se met en place progressivement, il s'installe dans la durée, créant ce que l'on pourrait peut-être appeler une école japonaise, ou plutôt une mouvance japonisante de la photographie d'architecture.
alors nulle part ailleurs, quand je dis nulle part ailleurs, c'est dans la photographie occidentale et dans la photographie américaine, on ne voit pas d'abstraction comme ça. C'est vraiment quelque chose qui ressort dans la photographie d'architecture, qui photographie l'architecture japonaise. Donc nulle part ailleurs, ce regard abstrait ne se manifeste d'une manière aussi frappante. Alors, pour mettre en perspective cette conclusion sur l'abstraction dans la photographie d'architecture, nous allons nous intéresser à la manière dont fut montrée l'œuvre de Richard Neutra, que les historiens défendent, dans laquelle les historiens défendent l'existence d'un japonisme d'après-guerre, et que les historiens considèrent comme l'architecte le plus influencé par le japonisme. Voilà, donc là je vous demande de regarder ça avec mes yeux, comme tout à l'heure. Et le jugement de ces historiens, en fait, repose pour beaucoup sur les photographies de ces maisons qui matérialisent avec force une inspiration japonaise. Alors, je ne vais pas vous le refaire, mais vous voyez les pas japonais dans le bassin, donc déjà un bassin, ensuite derrière des arbustes, etc. Alors, la forme ronde plutôt associée peut-être avec Miro, parce que c'était un grand fan de Miro aussi. Mais ici, pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, des parois coulissantes, etc. Voilà, vous devez regarder toutes ces photographies maintenant que je vais vous passer avec ces yeux-là. Donc, l'une des difficultés dans l'architecture de Richard Neutra est de montrer l'entre-deux, c'est-à-dire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'édifice et la nature. Et Neutra l'a expliqué d'ailleurs dans un essai intitulé « The Photographer and Architect » qu'il écrit au début des années 1960 pour préfacer le premier livre de Julius Shulman, donc son photographe attitré et un immense photographe d'architecture. Alors je cite Neutra dans cette préface. « La manière de connecter l'intérieur et l'extérieur par la photographie dans ce qu'on appelle l'architecture intérieure-extérieure est en soi tout un problème. Il faut s'interroger sur les avantages et les inconvénients des objectifs à utiliser et peut-être sur la manière de faire passer les arbres les plus impressionnants pour de banales mauvaises herbes et les montagnes pour des taupinières, ou sur la manière de bien les montrer pour qu'il n'y ait plus d'espace sur le verre dépoli de l'appareil, afin que l'architecture au premier plan encadre le paysage de manière à rendre l'ensemble tel qu'il a été conçu et composé. Cela semble si simple et signifie si peu d'appeler une caméra candide. » Fin de citation. Donc, quand ce texte fut publié, Julius Shulman comptait déjà parmi les stars de la photographie d'architecture mondiale. Ces clichés étaient plus populaires que ceux d'Ezra Stoller, grande figure new-yorkaise du domaine qui travaillait lui aussi pour de nombreux architectes du mouvement moderne, dont Mies van der Rohe et Philip Johnson, qu'on a déjà vu avant. Et la critique, en fait, reconnaissait chez Shulman une perfection dans la construction des images. S'il dominait toutes les techniques photographiques, il excellait dans le modelage de l'ombre, et de la lumière à partir d'éclairages artificiels et brillait dans la manipulation des chambres sur banc optique, ce qui lui permettait de contrôler les perspectives et de redresser les verticales. Alors, ces nombreuses photographies primées, comme celle-ci, montrent une aspiration marquée pour la perspective oblique décentrée. Cette construction picturale, qui n'est pas exclusive à Shulman et qu'il n'utilise pas non plus de manière exclusive, distingue clairement son travail de celui de Sato, Watanabe, Ishimoto, Futagawa, qui ont toujours privilégié la perspective centrale qui permet de meilleurs effets d'aplat et de plans successifs. Le regard de Shulman n'a rien d'abstrait ou de mondrianesque. Il est loin de l'esthétique du Bauhaus, comme de la mouvance japonisante dont il était question plus avant. Son regard est finalement très proche de celui de Neutra, dont les dessins d'architecture, tous les dessins de Neutra, se caractérisent eux aussi par une préférence pour les perspectives obliques décentrées. Alors cette similitude n'est pas surprenante puisque les deux hommes ont travaillé ensemble pendant plusieurs dizaines d'années et ont cherché à exprimer une même chose, les relations de continuité entre l'intérieur et l'extérieur des édifices.
Or, dans cette optique, la perspective centrale, donc pas celle-ci, qui est une perspective oblique, est moins percutante que la perspective oblique. Par ailleurs, et là je vous pose la question, ne trouvez-vous pas ça étrange, et n'est-il pas étrange qu'une vision en perspective qui insiste sur la profondeur, une vision qui cherche à ouvrir sur les grands espaces, ce qui n'existe pas au Japon, une vision hollywoodienne, celle de Schulman, montre avec une efficacité incomparable un concept que la critique associe au japonisme. Et par opposition, n'est-il pas étonnant que les photographies des édifices de Neutra prises par Futagawa aplatissent, autrement dit mettent en aplat, voire anéantissent la spatialité et les concepts architecturaux identifiés comme japonisants. Alors donc ici, vous avez vu, alors c'est la photographie du même bâtiment, pas la même période, mais du même bâtiment, une photographie par Futagawa, l'autre par Schulman. Vous pouvez également voir ici des photographies de la maison dans le désert de Neutra, prises par Futagawa. Comme vous le voyez, la perspective est toujours centrée, l'espace est abordé comme des aplats ou des successions de plans, finalement comme dans l'estampes japonaises. Et ici, en regardant ces photographies, il est difficile de parler du japonisme dans l'architecture. Alors, j'attirerai particulièrement votre attention sur celle-ci. On a vraiment, comme dans les perspectives japonaises, un premier plan, un second plan, et au loin, un troisième plan, et finalement, pas de perspective. C'est une succession de plans. Depuis Rainer Banham, vous savez, celui après qui personne n'a osé dire quoi que ce soit, eh bien, depuis Rainer Banham, la question du japonisme dans l'architecture moderne et contemporaine s'est limitée à quelques biographies. Alors, complétées par les historiens un peu fanatiques du japonisme, ou du moins qui en voient partout. Pour le dire autrement, je crois que les conclusions de Banham, qui étaient un peu sévères, ont effrayé la génération suivante qui a eu du mal à se lancer dans les études sérieuses sur la question. Donc, après Banham, systématiquement, le japonisme étudié a relevé de l'indiscernable, de l'abstrait. Les historiens se sont surtout intéressés à des concepts japonais, comme par exemple le ma, c'est-à-dire l'entre-deux. L'autre japonisme architectural, celui que l'on reconnaît au premier regard, passe depuis longtemps pour has-been, et l'histoire de l'art lui accorde peu de place. Lancaster fut l'un des seuls à s'y intéresser. Aujourd'hui, étudier cette influence japonaise, qui est visible au premier coup d'œil, donc là on reconnaît cette construction d'escalier, les parois coulissantes, la terrasse au fond, donc qui rappelle la terrasse de la villa Katsura, la coursive, etc. Eh bien, aujourd'hui, étudier l'influence japonaise dans ce qui est visible au premier coup d'œil, en fait, et qui se retrouve dans des œuvres de pas n'importe qui. Ça, c'est une œuvre de Norman Carver, donc l'un des photographes que l'on avait vu tout à l'heure. Eh bien, ça suscite peu d'intérêt, bien que leur photographie, abstraite de la villa Katsura, ait marqué la mémoire collective et ait participé à la fabrication d'un néo-japonisme en photographie. Et je continue un peu de manière un peu plus loin. Aussi importante soit l'empreinte de Julius Schulman, de l'école de Julius Schulman dans la photographie d'architecture et aux États-Unis et en Europe, c'est quelqu'un qui a eu une énorme influence dans cette photographie, il faut, je crois, reconnaître aujourd'hui que celle-ci fut largement supplantée par l'école de Futagawa Yukio. Après des études d'architecture et un début de carrière visiblement lié au développement de la photographie amateur, Futagawa a imposé au monde son regard d'architecte, formé à une lecture en plan et en élévation. Il s'est d'abord attaqué, en 1952-1955, à la maison japonaise traditionnelle, dont il fit, soutenu par l'historien d'architecture Ito Teiji, une architecture de la modernité. En resserrant les plans, en accentuant le grain avec des papiers barités, en effaçant les nuances de gris avec des tirages au deuxième ou troisième noir, Futagawa fit entrer Machiya et Minka
c'est-à-dire les maisons traditionnelles japonaises, dans le monde de l'abstraction. Dès lors, son regard fut plébiscité par tous les publics. Il fit de la maison européenne, à pans de bois, l'équivalent esthétique de la maison japonaise. Avec les années, son travail retrouve les canons esthétiques de l'un de ses maîtres, Watanabe, mais aussi ceux de Sato et Ishimoto. Il se passionne vite pour l'architecture moderne, notamment celle de Frank Lloyd Wright, et accompagnera les quêtes de nombreux historiens, de Kenneth Frampton, donc le célébrissime historien de l'architecture américain, et Miya Kerichi, son équivalent japonais. Toute l'architecture moderne fut revisitée par son objectif, et son travail prolifique, avec des constructions picturales où domine la perspective centrale et la juxtaposition d'aplats, est ancré dans notre musée imaginaire. Sa revue, GA, Global Architecture, et ses avatars, il y a donc la revue principale et puis il y a après des revues thématiques. Cette revue a inondé les cabinets et les bibliothèques d'architectes à partir des années 1970. Aujourd'hui, penser l'architecture moderne à partir de la photographie ne peut se faire sans les images de Futagawa. Même notre maison de verre nationale, celle de Pierre Charot, qui a découvert Mondrian avec Mallet Stevens, est principalement connue au travers des clichés de Futagawa. Et là, dans les images, survivent une touche du premier japonisme, une note de Mondrian, mais surtout un néo-japonisme immanent et contagieux. Voilà, en guise de conclusion, je vous dirais que les signes du japonisme ne sont pas forcément là où on les attend. Je vous remercie de votre écoute. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, ou si je vous ai déjà endormi, ou si vous êtes pressé parce que c'est l'heure de l'apéro quand même. Et donc je ne sais pas, il a dû faire ce voyage au lendemain de la guerre, je pense, non? C'est en 1930. Ah, en 1930. Donc c'est très très tôt, ouais. En fait, Neutra travaille chez Frank Lloyd Wright. Ouais. Et chez Frank Lloyd Wright, il rencontre un couple de Japonais qui travaillent aussi chez Frank Lloyd Wright, oui. Et qui vont, eux, rentrer au Japon et qui vont l'inviter. Et Neutra, à ce moment-là, en 1930, il n'a plus trop de boulot. Ah oui. Donc il dit d'accord. Et il part faire un tour du monde. Et donc il reste quelques mois seulement au Japon. Mais je pense quelques semaines seulement au Japon. Mais il commence en fait son tour du monde par le Japon. Et ensuite il rentrera en France, il sera au Bauhaus et il sera hébergé dans la maison dont vous parlez. Pendant qu'il va donner les cours, en fait, et ses premiers cours, il donne 1 mois ou 2 de cours. Il est chargé de cours par Miss Vandero. Miss Vandero.
Alors, pour revenir à Alvar Aalto, lui, il ne va pas aller au Japon. Hein. Je crois qu'il ne s'est jamais rendu au Japon. Mais il est vraiment très, très imprégné hein, par cette architecture. D'autant plus que l'architecture traditionnelle finlandaise, à laquelle il se réfère constamment, est elle-même très proche, hein, de par notamment l'usage permanent du bois, très proche de cette architecture traditionnelle japonaise. Hein. Et donc, dans la maison carrée, hein, qui est aujourd'hui ouverte aux visites, on peut la visiter, on ressent non seulement à l'intérieur de la maison, à travers la manière dont il a conçu les espaces de la maison, mais à travers toute une série de détails, notamment ce petit bassin là, qui se trouve devant l'entrée de la maison et qui, comme vous l'avez dit, rappelle fortement les bassins que l'on trouve à l'entrée d'abord des temples japonais, mais aussi des villas, hein, des villas japonaises, hein, un bassin d'ablution. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait ce bassin, parce que ça ne veut pas répondre à une commande du commanditaire, enfin une demande du commanditaire, hein, le galériste Louis Carré. Mais je pense que c'est aussi en rapport avec cette imprégnation qu'il avait, cette intériorisation qu'il avait de l'esprit japonais. Hein, et je pense que la maison carrée est vraiment un des meilleurs exemples chez lui hein, de cette imprégnation de l'architecture japonaise traditionnelle. Je ne sais pas si vous l'avez visité. Non, je ne l'ai pas visité. Pas encore. En fait, il faut se... pas encore. Mais il faut toujours se méfier, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai essayé un peu de montrer, c'est-à-dire les associations... Mais c'est ce que dit Kojiro aussi, c'est-à-dire on a des associations qui sont faciles à faire, qui sont évidentes au niveau esthétique ou au niveau de l'organisation spatiale. Mais est-ce qu'on peut vraiment rapprocher ces deux choses ? C'est pas du tout évident et c'est jamais évident. Alors bien sûr, il y a les expositions universelles qui avaient eu lieu avant, et notamment celle de Vienne, où il y avait beaucoup d'architecture. Donc peut-être, mais ça repose sur du peut-être, en fait. Et on est très souvent dans le peut-être. Donc c'est... Voilà. Je pense que ce que Kojiro explique, c'est qu'il y a ce moment dans les années 50, et puis même avant, dès les années 30, en fait, où les esthétiques vont se rapprocher et vont se confondre. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est voulu ? Là, c'est vraiment c'est quelque chose à discuter. Hein. Tant qu'on n'a pas de preuves qui nous disent... Même chez Neutra, alors on a dit Neutra, formidable, lui, c'est vraiment un japonisant, etc. Neutra a signé des préfaces de livres, notamment sur les jardins japonais. Donc quelqu'un va écrire un livre sur le jardin japonais, sur les bienfaits des jardins japonais, je ne sais plus en quelle année, mais c'est 1960, je crois. Et il va faire la préface parce qu'il est reconnu comme le plus japonisant des architectes, mais pourtant, dans les années 50, il ne voulait pas être associé au Japon. Et en fait, ces gens surfent aussi sur la vague un petit peu, c'est-à-dire qu'ils profitent de ce qui se passe autour pour dire « Ah là, le Japon, c'est pas la mode, oula, je ne veux pas y être associé, maintenant c'est très très à la mode, oula, vite je vais rattraper, etc. » Donc, tout ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et à bien avoir des sources écrites, des preuves, et se dire il y a des moments où les esthétiques se rapprochent. Et d'ailleurs, ça a été une des grosses erreurs d'un critique italien qui a publié d'un critique... Encore un italien. Non, mais c'est formidable parce qu'il a écrit le premier livre d'histoire d'architecture japonaise en Italie. C'est pas du tout son domaine, et il l'a écrit sans. Et tu serais surpris quand je vais retrouver le nom. Il l'a écrit sans aller jamais au Japon. C'est pas Bruno Zevi, non ? Non, pas Bruno Zevi. C'est un marxiste. Aidez-moi. Attends. Il faut que je remette mes lunettes. Je vais vous trouver.
C'était, vas-y, je t'écoute. Mais c'est intéressant de voir comme de la photographie, c'était beaucoup plus, pour lui, c'était beaucoup plus le film en fait, l'image en mouvement. Oui. Manfredo Taruffi. Tafuri, ah bah oui, Tafuri, ah d'accord. Donc Tafuri, un de ses premiers livres, c'est l'histoire de l'architecture japonaise. Il n'y est jamais allé, donc il reprend les photographies des autres ouvrages, mais en fait, ce qu'il va expliquer, enfin tout ce qu'il va expliquer, il refait l'histoire à partir et comme si les problématiques dans l'architecture japonaise étaient identiques aux problématiques de l'architecture occidentale. Et ce sera un échec total, bien sûr, parce que tout sera confondu et finalement tout le monde va rester un peu « mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Et il fera en sorte de faire oublier ce livre et de le passer à la trappe et il n'en parlera plus jamais. Voilà. C'était sa première erreur et c'est Leonardo Benevolo qui lui avait demandé de faire ça. Voilà. Donc c'est vrai que les Italiens, il y avait beaucoup de choses en Italie en fait sur le Japon dans les années 50-60. Moi, je voulais juste, c'est un peu deux questions, donc je ne sais pas si vous avez le temps, mais d'une part, je voulais vous demander quelle est la place de Schindler là-dedans, puisque par rapport à cette maison qu'il a construite, qui est une vraie maison japonaise au cœur de Los Angeles, et voilà, qui est un architecte peut-être moins... et que notre art a quand même connu, avec lequel il a travaillé, ils ont la même histoire. Et l'autre, c'est que disait Johnson de tout ça ? Parce que finalement, vous l'avez cité au départ, et quelle est la... par rapport à ça, comment lui l'a... Alors, étonnamment, rien. C'était un peu... Ouais, c'est ce que j'en ai déduit. Donc, rien. Schindler... il est très célèbre ailleurs, etc. Mais tout ça, on n'en parle pas et on n'en parle jamais. Et voilà, c'est vraiment étonnant. Alors, c'est peut-être une aspiration des historiens des années 80, puisque en fait, il y a une grosse mode dans les années 80 avec l'exposition en 88 sur le japonisme, etc. Mais donc dans ces années 80, on a beaucoup parlé de japonisme. C'est là où on a fait toutes ces associations assez incroyables, pas forcément évidentes, mais qui étaient surtout des associations qui reposent uniquement sur l'esthétique, pas du tout sur des sources écrites ou des choses comme ça. Et donc il y a des gens qui sont passés à la trappe. Quand Mies van der Rohe vient sur le devant de la scène parce qu'on parle du Japon, en fait, c'est son élève, c'est Blasser, qui lui est allé au Japon, qui a fait des photographies, qui fait un rapprochement avec l'architecture de son professeur et qui va créer un livre. Et Mies van der Rohe va lui dire « Mais tu es un excellent photographe, ton livre est fantastique, fais-moi des livres. » Et il fera 5 ou 6 livres sur Mies van der Rohe. Et il va vivre un petit peu comme ça. Alors, après, il s'est installé en Suisse. Mais donc ces livres étaient en allemand. Mies van der Rohe, ça fonctionnait très bien avec Mies van der Rohe. Mais Mies van der Rohe, je ne crois pas que ce soit vraiment inspiré du Japon. Et étonnamment, et surtout, on l'a fait passer aussi comme quelqu'un qui aurait pu influencer l'architecture japonaise. Et là, c'est complètement faux, en fait. L'architecture japonaise, elle est devenue l'inverse de ce qu'a produit Mies van der Rohe. Vis-à-vis de ce que vous avez dit, il y a eu vraiment une influence chez certains constructeurs, on va dire, qui est marquante, de personnes qui ont vraiment reproduit des maisons japonaises. Et en fait, finalement, on ne sait pas trop pour les autres s'il y a vraiment eu un impact, une évolution, un impact en fait de cette japonisation, on va dire. Est-ce que vous avez cherché, est-ce qu'il y a eu une recherche en fait sur cette recherche d'ouverture, cette recherche de... Est-ce qu'on a cherché d'autres influences, justement, chez ces bâtisseurs, finalement
Alors, il y a toute la théorie de Le Corbusier, c'est-à-dire que tous les points de Le Corbusier, une construction sur pilotis, une construction où les façades sont libres, donc toute la théorie en fait de Le Corbusier est derrière cette architecture moderne. Mais tous les principes de Le Corbusier, on les retrouve, en fait, ils sont déjà présents dans l'architecture japonaise. Donc, est-ce qu'on va dire que Le Corbusier s'est inspiré de l'architecture japonaise? Difficile. Il y en a beaucoup qui l'ont dit, ah mais peut-être Le Corbusier en fait il avait regardé l'architecture japonaise, il a trouvé. Bon. Mais encore une fois, en histoire de l'art, ça peut pas être une preuve, c'est-à-dire qu'on peut faire des rapprochements esthétiques, mais on n'a pas de sources écrites qui vont nous permettre de vérifier tout ça. Alors, et pour l'architecture moderne américaine, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on invente les parois coulissantes, on invente des types de structures qui se rapprochent des systèmes de construction japonais, et notamment de l'architecture en métal, qui va permettre des types de construction complètement différents, et bien forcément on va rattraper des conceptions japonaises, puisque le type de structure utilisée fonctionne avec les mêmes méthodes. Donc avant on ne pouvait pas faire ça, on avait des murs, et on mettait des poutres au-dessus pour faire un étage, puis on continuait à monter des murs, et puis avec l'arrivée du métal, en fait, on retrouve les qualités structurelles du bois, et donc forcément, les architectures vont commencer à se retrouver. Et l'architecture japonaise, on ne peut pas non plus dire qu'elle était inconnue des Occidentaux avant les années 30, c'est-à-dire que même Viollet-le-Duc parle de l'architecture asiatique, donc c'est quelque chose qui est connu, il y a des livres, il y a des ouvrages techniques, mais qui circulent en Europe, et mais qui sont très loin, parce que c'est de l'architecture vraiment de temple, ou de choses comme ça. Donc, dire tout de suite, c'est-à-dire là pour Carver, la photographie que je vous ai montrée, c'est évident parce que c'est un hommage à la villa Katsura, c'est-à-dire c'est une villa qu'il a construite comme un hommage à la villa Katsura. Son livre a été très connu, lui a été un architecte, il n'a pas été une figure internationale, il a été une figure locale en fait aux États-Unis. Et voilà, mais donc c'est des architectures qui n'ont pas vraiment intéressé parce qu'elles sont déjà, j'allais dire, anciennes au moment où elles sont construites. En fait, tous les principes qui sont utilisés ont déjà été développés par d'autres. Eh bien, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté.